L'intervention des États-Unis au Venezuela devient de plus en plus probable. Mais sans aucun doute, cela aura un prix et en grande partie, ce sera à eux de le décider. Ou surprise, Moscou qui a énormément à perdre et donc aussi énormément à gagner dans la région. Dans cette vidéo, nous allons analyser le lien entre la Fédération de Russie et la guerre qui se prépare actuellement dans les Caraïbes. Pourquoi les États-Unis en ont-ils si peur? Oui, de la Russie, bien sûr. Quels sont les 3 scénarios possibles, en particulier de l'intervention, et quelles seraient les conséquences de chacun d'entre eux pour les États-Unis? Tout d'abord, et donc le prix à payer. De façon générale, intervenir au Venezuela et donc s'opposer à la Fédération de Russie, également dans cette région. Reste jusqu'à la fin pour découvrir l'offre que Donald Trump aurait faite à Vladimir Poutine concernant la question vénézuélienne. Par des moyens civils, c'est-à-dire sans aucune nécessité d'une intervention militaire de la part des États-Unis. Et ce n'est pas tout dans cette offre. Donald Trump aurait également inclus la question ukrainienne, essayant de proposer à la Russie un possible échange d'intérêts. Bien sûr, nous commenterons également la réponse de la Fédération de Russie à ce sujet. Je suis Lucie Vailla, analyste géopolitique et correspondante en Grèce. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour rester informé de l'actualité internationale la plus récente. Nous débutons comme d'habitude depuis le début. L'intervention américaine au Venezuela qui pourrait certainement se dérouler selon différents scénarios que nous allons encore examiner et détailler ci-dessous. De nombreux médias la présentent déjà comme absolument inévitable. En effet, les États-Unis ont concentré leurs forces très près de la côte vénézuélienne. Les militaires On y trouve 8 navires de guerre, dont un croiseur lance-missiles et 3 destroyers armés de missiles. Un sous-marin équipé de centaines de missiles de croisière Tomahawk, dont nous parlerons un peu plus en détail tout à l'heure. 3 navires de débarquement et une base flottante de forces spéciales, à bord desquels se trouveraient environ 3000 fusiliers marins, et certaines sources affirment que la force américaine dans la région approche un total d'environ 10 000 soldats, parce qu'à la force maritime, bien sûr, il faut aussi ajouter la force américaine présente dans les bases les plus proches. Par exemple, à Porto Rico, les États-Unis ont déployé des chasseurs furtifs F-35B, des drones de reconnaissance et d'attaque MQ Reaper, ainsi que des soldats et d'autres moyens militaires prêts à intervenir au Venezuela. Et ce n'est pas tout, car la côte vénézuélienne attend encore l'arrivée de l'un des plus grands et des plus importants porte-avions de la flotte américaine, le Gerald Ford. Ainsi, le nouveau secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a donné le 24 octobre l'ordre approprié de quitter la mer Méditerranée pour se positionner définitivement dans les Caraïbes. De cette façon, le Gerald Ford se met à la disposition du commandement, le Sud, qui est le responsable direct de toutes sortes d'actions et d'opérations en Amérique centrale ainsi qu'en Amérique du Sud. Certains experts assurent que ce sera précisément le signal du début de l'intervention américaine dans la région. Et ce début est attendu pour la mi-novembre ou la fin novembre, au plus tard. Mais bien sûr, cette question comporte plusieurs réserves très liées à la Fédération de Russie. Voyons. L'une des questions les plus évidentes à ce sujet est peut-être quel intérêt la Fédération de Russie a-t-elle exactement à empêcher les États-Unis d'intervenir avec succès au Venezuela? Et oui, nous sommes justement ici pour parler de ses intérêts parce que Vladimir Poutine peut être aussi grand ami de Nicolás Maduro qu'il le souhaite. En réalité, la Fédération de Russie est présente dans la région, non seulement pour contrer la puissance américaine, ou plutôt pour contrer la puissance américaine. Pour une raison très particulière et très concrète. Peut-être que vous allez être très surpris maintenant, mais cette raison est en fait exactement la même que celle des États-Unis pour intervenir dans le pays. Non, ce n'est pas que la Russie se soit soudainement intéressée à la démocratie ou à la non-démocratie vénézuélienne. Nous parlons bien sûr du pétrole. Vaillaliou, mais depuis quand la Russie s'intéresse-t-elle au pétrole? Un pays étranger, sachant qu'il possède l'une des plus grandes réserves mondiales de pétrole? Oui, la plus grande réserve précisément, c'est le Venezuela, mais l'intérêt de la Russie réside dans la similarité du pétrole entre les deux pays.
Et oui, de l'immense réserve que possède le Venezuela de cette ressource absolument stratégique. Et bien sûr, de l'intérêt très fort que les États-Unis portent à cette ressource. Voyons cela maintenant un peu plus en détail. D'un côté, nous avons la raison évidente. Les États-Unis ont besoin de beaucoup de pétrole, car ils en sont le principal consommateur au monde. Ainsi, la plus grande réserve au niveau mondial. C'est donc un objectif très intéressant. D'autre part, le pétrole dont dispose le Venezuela est de type lourd, exactement le même que possède la Fédération de Russie. Cela rend l'équation absolument essentielle au moment où la Russie ne peut pas lui permettre aux États-Unis de faire et défaire à leur guise dans les Caraïbes, car cela ne signifierait pas seulement gagner un pays de plus sous influence américaine, mais aussi probablement mettre en danger l'économie russe. Aussi, en ce qui concerne l'opération militaire spéciale, que personne ne s'inquiète, bien sûr, nous sommes là pour expliquer pourquoi. Ce pétrole lourd est en fait l'une des clés pour lesquelles l'économie russe a si bien résisté jusqu'à présent aux sanctions imposées par l'Occident. D'une part, parce que le pétrole dans le monde est ce qu'il est, ou plutôt, il y en a ce qu'il y en a. Ainsi, la grande majorité des pays doivent soit contourner les sanctions anti-russes, soit acheter le pétrole directement à la Russie, sans avoir aucune crainte de ces dernières. Ici, nous parlons en particulier de l'Inde et de la Chine. Entre autres choses, cela se produit parce que ce pétrole lourd peut en grande partie être acheté dans 3 pays. Et les 3 sont aujourd'hui sous sanctions, la Russie, l'Iran et le Venezuela. Autrement dit, lorsque les États-Unis imposent de lourdes sanctions à la Russie pour faire pression sur Vladimir Poutine, va-t-il dans d'autres pays, y compris les principaux acheteurs, va jusqu'à demander à des alliés de la Russie de ne pas acheter de pétrole russe? Et c'est alors qu'il se heurte à la réponse, par exemple de l'Inde, que son infrastructure, sa production, ne peut tout simplement pas fonctionner sans ce pétrole lourd russe. Où pouvons-nous donc nous en procurer, demandent les Indiens, puisque le Venezuela et l'Iran sont tout aussi sanctionnés. C'est-à-dire que nous devons continuer à acheter, que nous le voulions ou non, du pétrole russe, car sinon, nous serions confrontés directement à un arrêt total de notre économie. Les États-Unis doivent le comprendre et l'accepter, que ça leur plaise ou non. Mais la situation serait tellement différente si les États-Unis venaient soudainement à contrôler le pétrole vénézuélien et par conséquent lever toutes les sanctions. Ainsi, ils pourraient aller voir la Chine, l'Inde et les autres pays qui osent aujourd'hui acheter du pétrole russe en grande quantité et leur dire « n'achetez pas à la Russie ». Mais alors, d'où allons-nous acheter? Ils demanderont, par exemple, depuis le Venezuela, qui est maintenant mon domaine personnel, une affaire en or. Pardonne-moi l'Arabie Saoudite, les Saoudiens, mais nous avons plus de pétrole, un potentiel infini. Et nous allons ouvrir des marchés. Nous allons retirer le gouvernement du secteur, nous allons privatiser toute notre industrie et les entreprises américaines sont en position stratégique pour investir. Ce pays, le Venezuela, va être l'opportunité brillante pour lui. D'où allons-nous acheter? La Russie. Par conséquent, cette équation représente un danger absolument évident. Vous ne pouvez pas permettre aux États-Unis de transformer le Venezuela en leur précieux jardin. Nous savons tous qu'en plus, c'est encore moins démocratique. C'est précisément pour cette raison qu'il fait tout son possible pour l'empêcher. Et ces questions, en fait, nous en avons déjà parlé dans une vidéo à part, où nous avons notamment mentionné la présence des Wagner au Venezuela et les conséquences que cela implique. Cela dit, le fait que la Russie n'ait aucun intérêt à ce que les États-Unis interviennent au Venezuela, et encore moins qu'ils finissent par contrôler le pétrole vénézuélien, ne rend pas cette intervention impossible. Maintenant, en fait, nous allons passer à l'analyse des 3 scénarios les plus probables de cette situation, avec les dangers que cela comporte pour la partie américaine et les actions que la partie russe pourrait entreprendre pour contrer cette influence, cette possible intervention des États-Unis. Avant tout, je considère qu'il est absolument fondamental de souligner un fait clé. La Russie n'y a aucun intérêt et je ne le pense pas non plus. Ici, nous devons être honnêtes, sincères et clairs. La Russie ne peut pas se permettre d'affronter les États-Unis au Venezuela comme le font ces derniers.
Il faut être clair là-dessus, les États-Unis non plus ne peuvent pas se permettre d'affronter directement la Fédération de Russie en Ukraine. Donc ici, d'une certaine manière, il faut jouer avec les nuances, avec la palette de gris. Les scénarios que nous envisageons dans ces termes sont, je le répète, principalement au nombre de 3, ce que nous pourrions appeler une intervention indirecte ou une révolution orange, un écrasement total ou frontal ou une élimination par missile. Nous allons examiner les 3 en détail afin de mieux comprendre dans quelle mesure il est réellement probable que les États-Unis interviennent d'une manière ou d'une autre. Le premier scénario, la révolution orange, serait en quelque sorte le favori des États-Unis et qu'en fait, les États-Unis l'auraient déjà réalisé dans une multitude de pays. Cela consisterait à lancer des frappes aériennes très ciblées, peut-être à mener une intervention militaire sur le terrain, mais de manière extrêmement précise, en éliminant également des cibles stratégiques. Le scénario serait de déstabiliser l'État vénézuélien. À partir de là, on laisserait agir les soi-disant agents des États-Unis au Venezuela afin qu'ils finissent par éliminer complètement le régime de Maduro. L'objectif ici est très clair, évincer Maduro grâce aux efforts des Vénézuéliens eux-mêmes, par les mains des Vénézuéliens eux-mêmes, dont beaucoup, en fait, ont été expatriés ou ont quitté leur pays. Ici, il faut particulièrement souligner qu'environ 15% de la population vénézuélienne vit actuellement à l'étranger. Sous Hugo Chavez, environ 800 000 personnes ont quitté le Venezuela. Avec Nicolás Maduro, ce chiffre est monté à environ 4,6 millions de personnes. Bien sûr, pour mener à bien cette opération, les États-Unis auraient également dû effectuer une sorte de préparatif qu'il est très difficile de ne pas remarquer. C'est-à-dire que ils ont appris à être extrêmement discrets, ou bien vraiment pas. Ils envisagent sérieusement la possibilité d'écarter Maduro en utilisant leurs propres forces qu'ils alimentent depuis si longtemps à l'intérieur du Venezuela. Ici, il faut aussi être clair et reconnaître que Maduro ne manque pas de détracteurs sur le territoire vénézuélien. Des détracteurs qui, en plus, ont reçu toutes sortes d'aides et de soutien de la part de l'Occident, attendant d'être actifs, d'être activés au moment le plus nécessaire et opportun. Le deuxième scénario est celui d'un écrasement frontal, c'est-à-dire mener une intervention militaire complète sur le territoire vénézuélien. Peut-être l'option la moins avantageuse en la considérant sous tous les angles pour les États-Unis, puisque le Venezuela a un relief extrêmement difficile lorsqu'il s'agit d'intervenir de manière frontale. D'une part, depuis la côte, les États-Unis pourraient effectivement débarquer. Ils disposent d'une flotte très puissante qui leur permettrait de mener de nombreuses manœuvres. Cependant, Caracas est caché derrière une chaîne de montagnes. La jungle complique également énormément le travail. Et surtout, comme nous l'avons déjà analysé dans la vidéo précédente où nous parlions de la présence et des raisons de la présence des Wagner au Venezuela. Cette opération aurait très difficilement pu durer seulement 3 jours. Ce serait plutôt quelque chose qui ressemblerait à un second Vietnam. Il faudrait également préciser que malgré toute la force militaire dont disposent actuellement les États-Unis près des côtes vénézuéliennes, ils auraient au maximum environ 10 000 soldats, ce qui n'est pas suffisant pour faire face aux quelques 120 000 effectifs dont dispose le Venezuela. Et cela, rien qu'officiellement, c'est-à-dire en termes de soldats réguliers. Et à cela, il faudrait bien sûr ajouter le fait que la population vénézuélienne, très probablement, prendrait aussi les armes, augmentant et renforçant ainsi les rangs de l'armée de Maduro. Ce qui nous amène directement au premier point de friction et en même temps au plus grand danger. C'est-à-dire que cette intervention ne serait en aucun cas une simple promenade à Caracas. Enfin, le troisième scénario serait une liquidation directe ou une liquidation par missile. Et ici, nous parlons d'éliminer Nicolás Maduro du paysage, ce que dans ce cas, les États-Unis pourraient réaliser, que ce soit par drone, par missile ou par une opération spéciale terrestre. Une chose similaire est arrivée au général iranien Qassem Soleimani en janvier 2020. Ici, les États-Unis devraient faire très attention à ne pas provoquer l'effet inverse.
Une grande partie de la population s'est rangée du côté du gouvernement parce qu'elle a vu que le véritable pays agresseur était en réalité un autre. Cela pourrait aussi arriver au Venezuela, et si ce n'était pas le cas, la simple élimination de Maduro, quelle qu'en soit la manière, pourrait provoquer un tel chaos que cela n'entraînerait pas nécessairement l'arrivée au pouvoir du favori des États-Unis. C'est-à-dire que le remède pourrait finir par être bien pire que le mal. Et au lieu d'une María Corina Machado, un autre candidat pro-Maduro imposé pourrait-il finir par s'emparer du pétrole vénézuélien, que ce soit par la population vénézuélienne elle-même ou par des agents étrangers qui ne sont pas les États-Unis. Une fois que nous avons vu les trois principaux scénarios, passons directement au danger qu'ils représentent pour les États-Unis. Et avec ce que pourrait faire la Fédération de Russie pour empêcher ce pays d'obtenir ce qu'il veut. Avant tout, il y a une phrase absolument clé dans ce contexte. Détruire n'est pas construire, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire quelque chose de constructif. Comme c'est souvent le cas pour la Fédération de Russie, qui tout simplement met des bâtons dans les roues. Dans ce sens, la Russie, cette fois-ci vraiment, pratiquement pour la première fois de l'histoire, joue avec un avantage. C'est-à-dire que, pendant que les États-Unis doivent organiser la logistique, organiser leurs troupes, la Russie, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'ennuyer et d'ennuyer constamment. Et ici, bien sûr, en plus de la coopération à différents niveaux qui a récemment été signée entre Moscou et Caracas sous forme de traité, nous devons mentionner tout particulièrement le relief vénézuélien. C'est-à-dire, si les États-Unis au final osent mener une opération militaire, même minime, sur le territoire vénézuélien, la Fédération de Russie détient la clé essentiellement, transformer le Venezuela en un second Vietnam. C'est justement pour cela qu'ils viennent ici. C'est précisément pour cela, en fait, que ces spécialistes militaires que la Russie envoie au Venezuela depuis un certain temps viennent ici. Eux-mêmes ne vont pas résoudre la situation, mais ils vont entraîner à la fois l'armée et la population vénézuélienne à mener une guerre de guérilla, c'est-à-dire qu'ils aideront principalement à organiser toutes sortes de mouvements de partisans à l'intérieur du pays. Ce qui fera que tout mouvement ou action militaire de la part des États-Unis pourra se transformer en un véritable enfer, et en plus, en un enfer absolument interminable. Ce que nous avons dit jusqu'à présent, je pense que cela nous éclaire déjà davantage. Il est impossible que le prix à payer par les États-Unis ne finisse pas, quoi qu'il arrive, par être extrêmement élevé. Tout d'abord, nous parlons de ressources à souligner, en particulier des ressources économiques, et les ressources militaires et Deuxièmement, nous passons directement au cœur du sujet. Le prix médiatique ou la défaite impardonnable des États-Unis au Venezuela. Ce qui en fait pourrait entraîner plusieurs conséquences à la fois. Gaspiller des paroles menaçantes n'est pas équivalent à passer à l'action. Cela aux États-Unis, et surtout au sein de l'administration Trump, et c'est précisément pour cette raison qu'ils n'ont pas encore osé aller plus loin. Parce que le prix pourrait se traduire directement par la défaite la plus absolue de l'administration Trump elle-même. Parce que ce que, selon Trump lui-même, serait arriver et vaincre, pourrait finir par se traduire en des mois, voire directement des années de combat. Imaginez maintenant quel délicieux gâteau cela représente pour le Parti démocrate. Allez, ce seraient des conversations interminables sur à quel point Trump est mauvais, même sur le plan militaire. Si j'avais été présidente, il n'y aurait jamais eu de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a bien eu une guerre entre les États-Unis et le Venezuela, ce qui s'est traduit par une véritable catastrophe pour les premiers. Et ça, c'est au niveau interne. Alors imaginons-le au niveau international, la perte de pouvoir au Venezuela ou la défaite militaire des États-Unis face au Venezuela. En d'autres termes, cela se traduirait directement par le dernier clou dans le cercueil de ce monde unipolaire qui essaie encore de résister. Quoi qu'il en soit, dans ce monde multipolaire, gagnerait-il aussitôt ? Et comme complication supplémentaire, il faudrait mentionner bien sûr le nombre d'ennemis de toutes sortes et de toutes tailles que les États-Unis ont à travers le monde. Oui, nous citons tout particulièrement la Fédération de Russie, mais qu'en est-il de tous ces pays ? Mais d'un autre côté, il existe des organisations que les États-Unis sont censés combattre actuellement dans les Caraïbes. Oui, nous parlons entre autres des cartels de la drogue. Nous allons devoir apporter un soutien direct au Venezuela et cela finirait probablement par compliquer la situation pour plus d'un.
Mais indirectement, il y a 3 éléments clés qui le permettent, les crypto-monnaies, les drones et l'Internet par satellite. Nous avons exactement tout ce qu'il faut pour organiser d'une part un mouvement partisan réussi et d'autre part pour que d'autres acteurs extérieurs puissent soutenir la cause de façon continue. Je répète, cela inclut les cartels de la drogue. Et ici, il n'est même pas question de tout ce que la Chine pourrait apporter comme aide, surtout si l'on tient compte du fait qu'environ 90% de tous les composants de drones sont fabriqués dans ce pays. Vous pensez vraiment que cela ne serait pas utile au Venezuela lorsqu'il s'agira de faire face aux États-Unis? Tout cela nous amène à l'accord, ou plutôt à l'offre finale. Plusieurs sources affirment que Donald Trump aurait proposé à Vladimir Poutine de négocier le Venezuela en échange de l'Ukraine. La proposition, il faut le dire, aurait été faite en des termes plutôt effrontés. Tout pour moi, rien pour toi. C'est-à-dire que les États-Unis auraient proposé à la Fédération de Russie de ne pas livrer de missiles Tomahawk à l'Ukraine en échange du retrait de la Russie de la question caribéenne, ou plus précisément du territoire vénézuélien. Cela, bien sûr, a à voir tout d'abord et avant tout avec le fait que les États-Unis savent qu'il ne leur convient absolument pas d'intervenir directement au Venezuela et que leur lutte là-bas pourrait s'éterniser sans leur apporter aucun des résultats les plus souhaités. Ils n'auraient ni le pétrole, ni encore moins une victoire rapide et éclatante, ni pour l'administration Trump, ni pour le pays dans son ensemble. Ils préfèrent donc essayer de convaincre la Russie de se retirer du Venezuela et par conséquent de laisser les États-Unis la vaincre sur le plan économique. C'est absurde, mais c'est comme ça. La réponse russe, sauf miracle exceptionnel, est également assez claire compte tenu de la situation sur le terrain en Ukraine, où la Russie avance sans relâche, où elle est sur le point de prendre Pakrovsk parmi d'autres localités comme Kupiansk ou Konstantinovka qui tomberont très bientôt, en tenant également compte du fait qu'elle pourrait même entrer dans la région de Tchernihiv, ce qui lui permettrait d'attaquer directement le territoire de Kiev. Plus besoin même de missiles ou de bombes planantes. Ce qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit d'éliminer des cibles de grande importance. Tout cela, bien sûr, nous amène à la question logique. Pourquoi la Russie en a-t-elle besoin? À quoi cela sert-il? Et oui, très probablement pour rien. Ainsi, les États-Unis devront se débrouiller pour mettre la main sur la ressource la plus précieuse, le pétrole du Venezuela. Et si la Russie n'accepte pas l'offre, les États-Unis devront continuer à essayer d'obtenir leur victoire par d'autres moyens. Et ici, la question clé devient de savoir s'il sera ou non prêt à accepter le prix total de sa victoire, qui devient de plus en plus probable, mais à quel prix? Plus coûteuse, plus d'intervention.